Bonjour à tous. On entend un écho, ce qui veut dire que le son part effectivement en gélice. Donc bonjour à tous, bienvenue dans votre école à l'ESCP. On est absolument ravis de vous avoir tous ce matin et de commencer ce séminaire autour des questions de soutenabilité, de durabilité, puisque en fait, malgré effectivement le quotidien qui est complètement structuré aujourd'hui par la crise du Covid, le retentissement économique de cette crise, on est absolument convaincu que le grand défi à venir, à la fois pour nous et pour vous, en tant que manager, ça va être cette question de la transformation environnementale et les enjeux de transformation environnementale auxquels on va être confrontés. Alors, je ne sais pas si la présentation fonctionne, mais ce n'est pas grave, on va faire sans. Le plus important, c'est que le lien avec l'amphigélis fonctionne, ce qui a l'air d'être le cas. Je voudrais juste vous dire quelques mots d'accueil à la fois au titre de prof, puisque moi je suis professeur ici au département management sur des questions de développement durable, mais aussi au titre de ma fonction d'Associate Dean for Sustainability, c'est-à-dire que depuis un petit peu plus de 2 ans, en fait, je siège au comité exécutif de l'école pour accompagner la transformation de l'école autour de ces questions de développement durable et de soutenabilité. Et en fait, dans ce cadre-là, évidemment, la première des responsabilités qu'on a, nous, c'est de mettre ces questions-là au cœur de votre enseignement et de votre parcours au sein de SCP Business School, quoi. Et donc l'idée aussi de créer ce séminaire et de le mettre au tout début de votre expérience, c'était bien aussi de signifier le fait que cette question de la transformation écologique, environnementale, est absolument fondamentale pour vous. Alors c'est la première fois que vous allez être en contact avec ces sujets au sein de SCP Business School, mais ce n'est pas la dernière, puisqu'en fait, il y a beaucoup de transformations qui ont lieu en ce moment autour des différents programmes. Il y en a pas mal dans la grande école, dans le programme Master in Management. L'année prochaine, vous aurez un cours fondamental autour des questions de sustainability en Master 1. Et puis, on a aussi considérablement enrichi notre portefeuille de programmes et l'offre d'enseignement autour de ces questions. Vous aurez des options de spécialisation sur les liens entre finance et durabilité, des options plus généralistes en soutenabilité pour ceux qui ont envie de continuer le chemin et de se spécialiser autour de ces questions-là. Voilà, l'autre point que je voulais mentionner, c'est que pour nous, ces questions sont pas que des enseignements. Enfin, il ne faut pas prendre ces enseignements que de manière spécifique, en disant on a un cours de sustainability d'un côté, et puis on fait la finance de la même manière après, le marketing de la même manière après, la supply chain de la même manière après. Donc on a voulu éviter cet écueil de créer un espace pour la sustainability qui ne toucherait pas les autres disciplines et donc de considérer que c'est des questions qui sont réellement transversales. Et à ce titre, il y a un point dont je suis particulièrement content, c'est qu'avec Anne-Charlotte Tegelborg, avec qui on a conçu ce séminaire et qui a fait un travail absolument monstrueux pour la mise en œuvre de ce séminaire très particulier là, cette année, on a vraiment voulu au début faire les choses de manière transdisciplinaire et donc vous avez avec vous des professeurs qui sont des départements management, des profs qui sont plutôt en psychologie, des profs qui sont en marketing, en supply chain, en droit, en finance et je pense que c'est très très important aussi pour que le message diffuse. Alors dans vos cours ensuite, vous aurez des cours plus classiques de marketing et des cours fonctionnels plus classiques, vous allez voir. Mais charge à vous aussi d'interpeller vos professeurs pour ramener ces réalités-là, pour les interpeller, leur poser des questions. Je pense que ça fait aussi partie de votre rôle en tant qu'étudiant et je compte sur vous pour le faire sans avoir beaucoup de doutes sur le fait que vous allez le faire. Voilà. Dernier point, c'est que ces questions de soutenabilité, de développement durable, alors il y a bien sûr toute une histoire à l'ESCP autour de ces sujets, mais d'un point de vue disciplinaire, vous avez vu ce matin, on a ouvert le séminaire en donnant la citation de Jean-Baptiste C sur les ressources naturelles. Alors je pense que ça interpelle en fait chacun d'entre nous, mais ce que ça dit aussi, c'est que le management et l'économie sont nés dans un contexte dans lequel la nature ne comptait pas autant qu'aujourd'hui, ça c'est absolument certain. Et du coup, pour nous, école de management, ces sujets impliquent aussi de nouvelles compétences, des compétences qui sont en dehors aussi des disciplines classiques du management. Et donc, on voulait aussi, à travers ce séminaire, saisir l'opportunité d'avoir des acteurs qui jouent un rôle moteur autour de ces sujets-là au niveau de notre société et qui ne soient pas forcément des patrons d'entreprise,
qui peuvent aussi être des patrons d'entreprise, comme on va le voir dans une minute, mais qui est aussi une responsabilité politique, qui est une action à un niveau sociétal, etc., et qu'on ouvre le management à d'autres disciplines. Et donc, on est particulièrement fiers ce matin d'accueillir 2 grands témoins. On est vraiment gâtés cette année. Donc, je laisserai à Anne-Charlotte le soin de présenter Laurence Toubiana, qui interviendra dans l'amphi Gélis et qui sera retransmis ici dans la deuxième partie de la session. Mais nous avons l'honneur d'accueillir Alain Grandjean, que je remercie vraiment beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc, Alain Grandjean, vous êtes économiste, vous êtes diplômé de l'école polytechnique et vous ensuite avez travaillé sur les questions d'économie de l'environnement. Et en fait, je dirais que ce qui me paraît vraiment très intéressant dans votre parcours, c'est la capacité que vous avez eue à combiner un regard académique sur ces questions-là. Et donc, je vous recommande à tous d'aller jeter un coup d'œil averti sur le blog d'Alain Grandjean qui s'appelle Chronique de l'Anthropocène, dans lequel il y a énormément de ressources et de matières à réfléchir sur les liens entre économie et écologie. Donc, il y a cette dimension académique, réflexive, mais il y a aussi une dimension managériale, puisque vous avez fondé le cabinet Carbone 4, dont vous nous direz sans doute quelques mots. Et puis une action sociétale, donc Carbone 4 qui est un acteur de premier plan sur les métiers du conseil en développement durable. Et enfin, vous êtes président aussi de la fondation Nicolas Hulot, ce qui aussi vous donne une casquette d'acteur de la transformation sociétale sur ces sujets. Donc merci infiniment d'être avec nous ce matin. Je vous demande à tous d'accueillir très chaleureusement Alain Grandjean. Et peut-être quelques mots, juste avant de vous laisser la parole, sur le dispositif technique, puisque en fait, nous sommes retransmis en direct dans l'amphi Gélis. Donc, bonjour amphi Gélis. Ici Gélis. Voilà, allô Houston. Aurélien. Ici Gélis. C'est parfait, on vous entend très bien. Donc je rajouterai juste un point logistique sur l'organisation de cette matinée. Donc dans un premier temps, Alain Grandjean interviendra dans l'amphithéâtre Vital-Roux. Nous prendrons 3 questions du côté de Vital-Roux, puis 3 questions du côté de Gélis. Pour des raisons sanitaires évidentes, nous ne pourrons pas passer le micro aux étudiants. Donc il faudra que vous parliez de manière très audible pour exprimer vos questions. Et un des professeurs reformulera la question dans le micro de façon à ce que l'autre amphi puisse entendre. Après cette première phase, Alain Grandjean rejoindra avec Aurélien Acquier l'amphithéâtre Gélis et on sera également rejoint par Laurence Toubiana et donc on aura le même dispositif, un temps de présentation et un temps de questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup et donc Monsieur Grandjean, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accueillir et je suis ravi d'apprendre, de savoir que on démarre ensemble cette année. Ça me rappelle quelques souvenirs. Je suis rentré à l'école en 1975. Hein, c'est pas tout à fait hier. Je vais vous dire 2-3 mots d'introduction. Alors j'ai effectivement des préoccupations conjointes. Je crois qu'on est dans une période très nouvelle, tout à fait extraordinaire. Beaucoup d'angoisse sans aucun doute. Mais beaucoup de changements, beaucoup de perspectives, je crois, si on voit les choses du bon côté. Et c'est ce que je m'efforce de faire en permanence. C'est pas de l'optimisme EBA, c'est pas de la méthode Coué, c'est d'essayer de voir les choses sous un angle qui soit pas complètement défaitiste et catastrophiste. Alors pourquoi tout de suite cette petite précaution d'usage ? Parce que donc j'ai une formation scientifique au départ, et donc je me suis intéressé à ces questions d'écologie. D'abord sur un plan scientifique.
J'étais au laboratoire d'économie de l'école Polytechnique et on avait accès à l'époque aux scientifiques. Et là, j'ai eu beaucoup de chance en travaillant avec la Fondation Nicolas Hulot parce que le conseil scientifique est de très haut niveau. Et donc, je vais vous dire 2-3 tout petits points là pendant mon intervention sur ces questions-là et sur les questions de lien entre la science, le management et la société civile. Pourquoi j'insiste un tout petit peu sur cet aspect scientifique, c'est parce que la perception de l'écologie, elle a beaucoup flotté dans l'histoire telle que moi je l'ai vue. Alors effectivement, si on prend un tout petit peu de recul, ça n'existait pas trop au XIXe siècle, dans la pensée managériale, dans la pensée des économistes, dans la pensée des hommes politiques. Ça a vraiment changé quand moi j'ai eu le bac. Là aussi, ça ne me rajeunit pas. Avec le rapport au Club de Rome. Parce que le rapport au Club de Rome, c'est un rapport qui a eu beaucoup d'impact à l'époque, qui était fait par... le contenu du rapport était fait par des scientifiques du MIT. Et donc, ce n'était pas un brûlot écolo. Vous connaissez l'histoire, on dit les écolos, c'est des pastèques. C'était un vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Non, ce n'était pas du tout ça. L'idée, c'était un travail très profond de prospective, fait avec des modèles mathématiques, essayant d'évaluer quelles étaient les options, où est-ce qu'on pouvait arriver au XXIe siècle. Ça a été une bombe, parce qu'on est... historiquement, hein, c'est la fin des 30 Glorieuses, mais on ne le sent pas encore. C'est le choc pétrolier, c'est 73, donc on ne sait pas encore que ça va être la fin de cette période de très forte croissance en Occident. Et tout d'un coup, il y a des gars là qui, du haut de leur savoir, nous disent on va avoir beaucoup d'ennuis au XXIe siècle si on continue cette trajectoire. Donc c'est là qu'on commence à avoir les idées que la croissance infinie, dans un monde fini, ça devient... c'est sans doute une contradiction. Donc ça fait partie de ces sujets-là. Donc ça, c'est 72, quelque chose comme ça. On a le choc pétrolier, puis le contre-choc. Le contre-choc pétrolier, ça donne à tous l'impression qu'en fait, c'était une fausse alerte, qu'il ne s'est quand même pas passé grand-chose, en fait, au fond. Mais en parallèle, il y a, donc je pense que Laurence en parlera peut-être deux mots, mais en parallèle, il y a la préoccupation des développement durable, de pollution commence à émerger, et donc on a des institutions qui se mettent en place. Il y a les Journées de la Terre de Rio, et puis la naissance du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, donc qui commence à faire ses rapports. À la fin du XXe siècle, ça reste encore un peu flou. Moi, quand j'étais sur les bancs de l'école, le climat, c'était pas vraiment un problème. La pollution, oui. Les questions de stress hydrologique, oui. La question des ressources pétrolières, ça commence à devenir, puisque c'était abordé dans le rapport au Club de Rome. La question climatique, pas vraiment. Même si il y avait déjà des travaux scientifiques qui expliquaient que le CO2 était un gaz à effet de serre et que si on en mettait trop dans l'atmosphère, ça risquerait de réchauffer. Mais ça restait encore un peu flou. Le GIEC est une innovation très importante. C'est un organisme qui a pour but de synthétiser, réunir l'ensemble des travaux qui sont faits par la communauté des climatologues. Les climatologues, ce n'est pas une discipline, c'est très interdisciplinaire. Il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire de la planète, il y a des gens qui s'intéressent à l'océan, il y a des gens qui s'intéressent aux nuages, il y a des gens qui s'intéressent à l'interaction entre la biosphère et l'atmosphère, il y a des gens qui s'intéressent aux océans profonds, superficiels, enfin il y a plein de disciplines. Et donc ça a l'air simple, mais non, c'est un énorme travail de coordination. Et donc le GIEC ne réinvente pas la science. Le GIEC, c'est un organisme qui vise à faire des consensus par les climatologues eux-mêmes. Donc il y a des très gros rapports scientifiques qui sont faits tous les 5-6 ans en gros par le GIEC. Et donc les derniers en date, c'est 2014-2015. Et quand vous faites une rapide histoire des rapports du GIEC, vous voyez qu'on passe de quelque chose d'un tout petit peu incertain. Probablement la planète se réchauffe, probablement c'est d'origine anthropique, mais c'est pas complètement clair, parce qu'on voit qu'il y a aussi les volcans qui font jouer, qui ont un impact sur la température climatique. On voit aussi, il y a un débat sur les cycles du soleil, donc il y a des scientifiques qui disent c'est peut-être ça. Enfin bon, honnêtement, ça reste encore un tout petit peu flou dans les années 90. Aujourd'hui, c'est pas flou du tout. Et je vais vraiment pas vous synthétiser les rapports du GIEC parce que c'est hors de ma portée, puis c'est pas le sujet en fait. Ce qu'il faut retenir principalement, et je pense que c'est la première des choses qu'il faut juste avoir bien en tête sur la question climatique, on parlera d'un demi-mot sur la biodive, mais sur
la question climatique, c'est très simple. Petit 1, on sait mesurer la température moyenne planétaire de manière très précise. Petit 2, elle augmente de manière très significative depuis l'ère thermo-industrielle. Donc en gros, si on situe en 1880 le début des mesures post-industrielles, enfin de cette période-là à maintenant, l'augmentation de la température moyenne planétaire, c'est d'environ 1 degré, un petit peu plus. Bon, ça c'est acquis, il n'y a pas de débat. Hein. Donc, souvent vous lisez des trucs et des machins dans la presse. En fait, je peux vous garantir qu'il n'y a vraiment pas de débat sur cette question-là. Petit 2, cette hausse de la température, celle-ci, pas les variations de la température des 4 dernières milliards d'années. La Terre est ancienne, elle a eu beaucoup de changements climatiques. On parle de celle-ci, hein, des 100 dernières années. On sait de manière certaine qu'elle est liée aux émissions d'origine anthropique de gaz à effet de serre. Origine anthropique, c'est-à-dire c'est les activités humaines qui sont la cause de ce réchauffement climatique. Et précisément à l'intérieur des activités humaines, c'est ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Hein, c'est pas les gaz qui tuent l'ozone en route atmosphère, c'est pas ça. Hein, c'est les gaz à effet de serre qui sont le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote. Des dérivés fluorés. D'ailleurs, certains de ces dérivés fluorés, par ailleurs, ont un impact sur la couche d'ozone, mais c'est un problème très, très différent. Donc ça, c'est le troisième point. Donc la température augmente. On sait la mesurer. 2, elle augmente. Troisièmement, on sait son origine. On sait que c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Ça ne veut pas dire que les volcans n'ont pas un peu d'effet, mais c'est marginal par rapport à la cause principale qui sont les gaz à effet de serre. Et dernier point dont on est très sûr, c'est que si on continue à faire croître les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui on en émet à peu près 50 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Le CO2 équivalent, si on ramène le pouvoir de réchauffement global de chaque gaz à un équivalent CO2, donc le méthane c'est 30 fois plus réchauffant que le CO2, donc si on additionne tout ça avec une petite pondération mathématique, pas compliquée, on arrive à un ordre de grandeur de 50 milliards de tonnes de CO2 équivalent, et ça continue gentiment à croître. Si on continue sur cette route, pourquoi ça continue gentiment à croître? C'est très simple, hein, c'est que la croissance économique, le PIB, s'est fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, et aujourd'hui 80% de l'origine de l'énergie est d'origine fossile. Donc 80% de l'énergie qu'on consomme dans le monde entier, hein, il y a des variations d'un pays à l'autre, mais c'est du charbon, du pétrole et du gaz. Voilà, c'est pas très compliqué. Du gaz fossile. Hein. Le gaz naturel, c'est du gaz fossile. Et c'est un gaz qui a un effet de réchauffement important quand on le brûle, parce qu'il se transforme en CO2. Et si on l'émet tout seul, sans le transformer en CO2, il réchauffe. Donc, le fait que le réchauffement climatique puisse continuer à augmenter du fait de notre activité économique, c'est bien documenté, c'est très simple à comprendre. Nos activités humaines ont besoin d'énergie. L'énergie qu'on utilise, elle est d'origine fossile. Tout ça est très simple, facile à comprendre. Et donc, dans l'idée selon laquelle on continuerait ce scénario, cette route, à la fin de ce siècle, on est assez sûr que la moyenne de la température planétaire aura augmenté d'environ 4-5 degrés. Alors, il y a des incertitudes, parce qu'à cet horizon-là, c'est loin. Les modèles sont sûrs les modèles scientifiques hein, sont sûrs de l'effet de tendance. Mais après, il y a des petites variations quand on se projette aussi loin. Le seul problème, entre nous, très très bête, c'est que la dernière glaciation, elle nous a séparés en moyenne de température de la température actuelle de l'ordre de 5 degrés. Bon, donc, le seul petit problème de cette affaire, c'est 4-5 degrés, c'est ce qu'on appelle un changement d'air climatique. On passe d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire, et donc on voit bien que quand on se projette avec une température de 4-5 degrés en plus, il va se passer des choses extrêmement bizarres, et donc le GIEC le documente de plus en plus. Il y a tout un groupe de travail qui s'appelle le groupe 2 du GIEC qui travaille sur qu'est-ce que ça peut avoir comme effet. Ça peut avoir des effets très désagréables, des zones entières de la planète qui sont insupportables à l'être humain, biologiquement, parce qu'il fait à la fois beaucoup trop chaud, beaucoup trop humide. Et donc, je ne vais pas faire de catastrophisme, ce n'est pas l'idée. C'est juste bien vous dire que si on s'occupe de ce sujet-là, ce n'est pas qu'une question éthique. Bien sûr qu'il y a un problème éthique, il y a un enjeu social, il y a un enjeu humanitaire, parce que, évidemment, les effets du changement climatique ne sont pas les mêmes selon les régions du monde. Donc, bien sûr qu'il y a une dimension éthique à cette affaire-là, mais avant même de parler de dimension éthique, si je peux me permettre, c'est vraiment une question de survie hein, de beaucoup de monde. Donc, ce n'est pas pour des raisons purement morales ou purement idéologiques qu'on travaille ces questions-là et qu'on travaille à faire évoluer nos systèmes économiques et politiques, c'est pour des raisons très fondamentales d'incompatibilité de ce mode de production et de consommation
et d'une vie humaine agréable sur cette planète. Ce n'est pas incompatible avec la poursuite de la vie sur la planète, qui en a vu bien d'autres, comme je vous l'ai dit, hein, il y a plein de cycles géologiques. Donc les petites bêtes, elles vont toujours s'arranger. Les végétaux, ça sera toujours un peu plus compliqué. Par exemple, en France, hein, juste pour une anecdote, une chênaie se déplace lentement. La meilleure stratégie d'adaptation des espèces vivantes, c'est de se déplacer. Bon, les chênes ne se déplacent pas vite. Donc si les chênes, les hêtres et tous ces végétaux-là ne sont pas adaptés à un nouveau climat, ils meurent. C'est plus simple à dire qu'à vivre, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, même si les chênes disparaissent, il y aura d'autres végétaux qui naîtront. Et donc globalement, les écosystèmes, ils vont se débrouiller avec une hausse de température élevée. Nous, ce sera beaucoup, beaucoup plus compliqué. La vie ne sera pas marrante du tout. Le Covid n'est pas lié directement au changement climatique, évidemment. On ne connaît pas bien l'origine de ce bazar-là. Mais ce qu'on voit bien, c'est que, là, en revanche, les scientifiques le disent bien, c'est que une croissance du changement climatique, ça fait bouger les aires d'appétit, d'intérêt des petites bestioles, des bactéries, des virus. Et donc, on pourrait très bien vivre des choses un peu désagréables comme on vit aujourd'hui, voire franchement plus désagréables. Donc à nouveau, je ne veux pas vous faire peur, et ce n'est pas le but de mon propos, puisque je vous ai dit que j'étais plutôt optimiste. Donc maintenant, le deuxième sujet que je vais aborder rapidement, c'est compte tenu de ce contexte, sachant que je vous ai dit 1 minute sur la biodiversité, malheureusement, sur la biodiversité, c'est la même histoire. Donc, je ne vais pas donner de chiffres, c'est moins mécanique, c'est plus compliqué, c'est le vivant, c'est de la biologie. Mais quand même, grosso modo, on voit dans les chiffres qu'il y a une érosion extrêmement rapide de la complexité des écosystèmes, il y a une érosion extrêmement rapide de la quantité d'espèces vivantes. C'est toujours difficile à mesurer parce que, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais ça se constate bien. On sait aussi les causes. Hein. Les causes, c'est la fragmentation des espaces naturels, c'est l'excès de prédation, de pression sur les ressources naturelles. C'est aussi les produits chimiques qu'on met en excédent dans nos pratiques, et notamment les pratiques agricoles. C'est aussi la simplification génétique qu'on peut être tenté de faire, qu'on a fait longtemps pour améliorer les rendements. Hein. Et dernier point, c'est le changement climatique. Le changement climatique aggrave la pression sur la biodiversité. Bon. Tous ces éléments de diagnostic sont très faciles d'accès, parce qu'il y a aussi l'équivalent du GIEC qui s'appelle IPBES, qui est plus récent, mais qui fournit aussi des synthèses extrêmement claires. Donc si vous voulez avoir des idées sur les histoires d'effondrement des abeilles, par exemple, bon, il y a des rapports sur les pollinisateurs. Donc tout ça est assez facile d'accès. Et donc la grande question qui se pose, et notamment aux managers, et aussi en finance, c'est de savoir qu'est-ce qu'on y peut. Qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce que vous y pouvez, vous? Hein? Alors, de mon point de vue, vous avez grossièrement deux attitudes possibles. La première, c'est de dire, il m'embête. Je suis en public, il faut que je fasse attention. Hein. Je vais m'occuper de mes cours, de mes machins, de mes trucs. Enfin, sauf que même les cours changent, donc vous êtes même en faisant que ça, vous allez être un peu obligé d'en bouffer. Mais quand même, moi, j'ai été jeune aussi, hein, donc je sais faire des choix. Quoi, hein, donc, je vise la note dont j'ai besoin. Donc lui, là, il me demande de faire des trucs, des machins, je coche, et puis hop, je passe à autre chose. Ça, c'est la première option. Et puis je dis, bon, je vais faire de l'argent, parce que finalement, c'est quand même ça qui compte dans la vie, se faire une belle vie bien riche. Et ça, c'est la première option. Alors, je vais à nouveau pas vous faire de morale. Moi, je mène bien ma vie. J'ai pas de soucis financiers, donc je serais quand même mal placé pour commencer à expliquer qu'il faut se serrer la ceinture. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous avez une option qui est de dire, je m'en fous. Et bon, il faut que je mène ma vie comme si de rien n'était. C'est une option qui va être de moins en moins partagée, en fait. Moi, mon expérience, alors je parlais quand même une minute de Carbone 4. On a créé Carbone 4, on était deux, Jean-Marc Jancovici et moi. Lui, c'était l'auteur d'une méthode qui s'appelle Bilan Carbone, qui vise à donner des outils, une sorte de comptabilité, en fait, hein, pour les gaz à effet de serre pour les entreprises. Aujourd'hui, on est 60 ou 70. On passe notre temps à refuser des candidatures, tellement il y a d'intérêt chez nos clients de ces sujets-là. Bon. Donc je pense que ce n'est pas vraiment une option, ce que je suis en train de vous dire, de dire je m'en fous complètement. Non, parce que les entreprises s'en foutent plus du tout. Les jeunes, je pense que si je faisais un sondage d'opinion, je pense que je serais à peu près
ne serais pas étonné du résultat. Je pense que majoritairement, c'est un sujet qui devient incontournable pour vous, intéressant, avec plein de déclinaisons. Vous êtes parfois plus sensible au bien-être animal, parfois plus sensible à un sujet qu'à un autre. Mais globalement, ce sont des sujets qui vous intéressent. En tout cas, moi, c'est ce qui ressort de tous les sondages d'opinion. Et donc, si on ne s'en fout pas, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors là, ça devient intéressant et positif. C'est pour ça que je vous dis, moi, le catastrophisme en tant que tel ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que j'y peux, même si j'y peux pas grand-chose. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire du colibri. Il ne faut pas se prendre la tête. On n'est pas là pour sauver la planète, ni sauver le monde. Mais il y a quand même des marges de manœuvre. Chaque instant dans sa vie, on a des choix. On peut aller dans un sens, un peu dans l'autre. On peut avoir des petits écarts. Et puis à la fin, 30, 40 ans, 50 ans après, si chacun d'entre nous a fait ça, le monde n'est pas le même que si on n'avait pas fait à chaque geste, chaque choix, chaque décision une petite décision qui n'est pas tout à fait la même que si on ne l'avait pas prise. Donc il y a des options qui s'offrent à nous. Et dans les entreprises, grosso modo, ce que je vois, c'est donc de plus en plus de dirigeants qui sont... alors là, je vais être un peu franco-français, Europe de l'Ouest. Aux États-Unis, c'est plus compliqué. C'est pas parce que Trump est climato-sceptique, c'est que les États-Unis, c'est un très grand pays. C'est un poil plus compliqué. Et puis moi, je ne me permettrai pas de vous faire une description statistique, j'en sais rien. Je vois, il y a énormément de signaux qui montrent qu'il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui sont très actives sur ces sujets-là. En tout cas, en France, c'est complètement clair. C'est-à-dire que vous avez sans doute entendu parler, enfin peut-être, pas sûr maintenant, Claude Allègre, qui était un géophysicien qui a créé un livre qui s'appelle « Ma vérité sur la planète ». Il essayait de convaincre les grands patrons du CAC 40 que tout ça, c'était des bêtises. Il a essayé de créer une fondation. Il y a quoi ? C'était en 2010, c'était après Copenhague. Bon, il n'a pas du tout réussi à faire ça. Et s'il le faisait aujourd'hui, il se ferait jeter par la porte. Donc les patrons sont globalement assez convaincus. Dans les entreprises, ces sujets-là sont pris en considération avec, au départ, une orientation... un peu de com pour appeler un chat. Donc c'était à Kyoto, il y avait eu des grandes opérations, des grands-messes. Et vu d'ici, là, j'ai ma petite casquette ONG, ma petite casquette critique, on a eu l'impression quand même que les boîtes à l'époque s'emparaient de ces sujets-là pour en faire de la communication. Mettaient ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire je fais trois trucs dans un coin, et puis je fais un très beau rapport qui donne à penser à tout le monde que je m'occupe de ça majoritairement. C'est baratin, quoi. Alors c'est devenu de moins en moins vrai. Alors pourquoi c'est devenu de moins en moins vrai ? Parce que d'une part, les dirigeants, notamment ceux qui sont sur des tempos un peu longs, ceux qui sont dans les infrastructures, dans le bâtiment, dans l'énergie, tous ces gens-là se rendent compte que le monde est en train de changer très vite. Très vite. C'est des processus exponentiels. Donc le propre d'une courbe exponentielle, si vous avez encore, malgré les vacances, quelques souvenirs de maths, c'est que ça va toujours plus vite. Et donc ça va toujours plus vite, la destruction de la planète, des ressources naturelles, du climat, ça va toujours plus vite. Et les changements stratégiques vont de plus en plus vite. Et donc ils ont tous intérêt à faire attention parce qu'ils peuvent se faire éjecter du business assez vite. Donc il y a de plus en plus de dirigeants donc, dans ces entreprises relativement longues qui ont pris le sujet à bras-le-corps. Et donc pour la faire extrêmement simple, on passe d'une direction du développement durable ou de la sustainability, pour prendre votre terme en anglais, qui est raccroché à la direction de la com, à des rattachements plus à la stratégie, voire au patron. On voit des entreprises, moi par exemple, je suis intervenu il y a 2 ans, au conseil d'administration de Saint-Gobain, à la demande de son PDG, pour faire un propos avec Valérie Masson-Delmotte, qui est aussi avec moi au Haut Conseil pour le climat et qui est bien plus compétente que moi. C'est une climatologue du GIEC, des coprésidentes du groupe 1. Et on est intervenus tous les deux lors d'un conseil d'administration avec les administrateurs de Saint-Gobain pour que le PDG partage avec son conseil d'administration le fait que le climat était important et que deuxièmement que ça concernait Saint-Gobain. Bon, c'est évident que ça concerne Saint-Gobain, mais ce n'était pas si clair que ça puisse se faire au sein d'un conseil d'administration. Donc nous, Carbone 4, une des raisons pour lesquelles on est très actif en ce moment et qu'on a beaucoup de demandes, c'est qu'au-delà de faire des simples mesures de comptables qui comptent le bilan carbone, on accompagne les entreprises sur un plan plus stratégique
une fois que c'est les grandes entreprises qui s'y collent, ce que je vois, hein, même un groupe comme Vinci, je ne vais pas trop citer de nom parce que vous avez l'impression que je fais de la publicité pour les uns et pour les autres, même des grandes maisons comme ça, grandes au sens des effectifs et de l'ensemble des activités, c'est assez varié aussi. Le COMEX est mobilisé sur ces sujets-là et ils vont prendre des décisions significatives, ils en prennent régulièrement. Troisième point, les entreprises, je dis troisième, c'est deuxième, en fait, c'est les financiers. Dans l'univers de la finance, on a exactement la même histoire, de mon point de vue à moi, que dans le domaine de la vie industrielle et de services, avec du décalage. C'est-à-dire qu'il y a encore au début de la prise en considération par la finance de ces sujets-là qui est datée, hein, très simplement, là je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais si vous avez des questions, je vous dirai pourquoi je suis très affirmatif là-dessus. C'est 2014-2015, préparation de l'accord de Paris. Les financiers deviennent intéressés par le sujet, donc c'est en gros presque 10-15 ans après les entreprises de services industriels, il y a du retard. Et donc ils ont une attitude un peu similaire. Ils inventent finance durable, finance verte, tout un tas de termes pour dire mais si, nous on s'empare du sujet et donc ils font des green bonds, des obligations dites vertes. Bon, très sincèrement, le début c'est exactement la même histoire que de l'autre côté, c'est-à-dire c'est un peu du pipeau. Pour appeler un chat un chat, je ne sais pas si c'est une expression moderne de faire du pipeau aussi. C'est encore de votre âge, hein, ou c'est je sais pas, il faut que je me méfie. Bon, bref, c'est du baratin. Et à nouveau, c'est en train de basculer. Et là, dans les divers travaux qu'on fait, on aide la Banque centrale à réfléchir à sa politique monétaire. Et donc, la Banque centrale est comme toute institution financière. Elle fait des choix. Et là, en l'occurrence, c'est des choix qui sont liés à ce qu'on appelle sa politique de collatéral. C'est-à-dire, est-ce que quand je refinance une banque, j'ai le droit d'accepter n'importe quoi en garantie? Est-ce que je peux accepter du Exxon? Alors, c'est pas trop une entreprise européenne, mais bon, mettons Total, allez. Ou un cimentier qui est quelqu'un qui pollue beaucoup. Ou est-ce que je ne dois pas faire quelques arbitrages qui sont là, entre nous, assez compliqués? C'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu que je n'étais pas là pour faire de la morale ou de l'idéologie. Parce que si on veut décarboner, si on veut faire évoluer très fortement l'ensemble des secteurs d'activité, c'est pas en désignant des coupables, hein, parce que tout utilise de l'énergie, toutes les activités utilisent de l'énergie. Et si demain matin on disait bon bah c'est insupportable, on va plus du tout recourir au pétrole, au gaz. Alors au charbon il y en a très peu en France, mais il y en a quand même énormément en Europe. Hein. Si on disait ça du jour au lendemain, bah, ici on ferait pas secours. Hein. Je ne sais même pas si on serait capable de faire les masques. Enfin je suis sûr que non. Donc c'est pas possible de claquer du doigt comme ça. Il faut aller vite, mais il faut être sérieux, solide, bien savoir au nom de quoi on fait ça. Et donc le secteur financier qui est en train d'arriver va, moi c'est mon point de vue, va contribuer positivement à cette transformation. On a employé le terme transformation. Il y a plein de mots. Il y a transition, transformation, reconstruction. Moi, j'aime bien reconstruction parce que je crois vraiment qu'il faut rebâtir un système économique et des modalités de consommation qui vont être quand même très substantiellement différents de ce qu'on a vécu dans les 50 ou 60 dernières années. Donc, le secteur financier s'y met aussi, commence à se dire deux choses. D'une part, j'ai des choix d'allocation, ce que je viens de vous dire rapidement sur la Banque centrale, mais en fait, il y a aussi des acteurs financiers purs et durs, des gestionnaires d'actifs qui se disent on va faire des allocations, donc on va éliminer ou pondérer, rééquilibrer. Nous, on est capable, Carbone 4, de faire ce qu'on appelle des calculs de température de portefeuille. Est-ce que le portefeuille est ou non compatible avec un monde à 2 degrés? C'est un monde où on aura limité la hausse de la température à 2 degrés et on ne l'aura pas laissé dépasser jusqu'à 5-6, le scénario apocalyptique d'entrée de jeu. Ils ont un deuxième souci, les acteurs financiers, c'est la gestion de risque. C'est dans le cœur de leur fonction fondamentale, de leur mission,
c'est de gérer des risques. Et donc, il y a des travaux aujourd'hui sur ce qu'on appelle le risque climatique. Et le risque climatique, il est de deux sortes. Est-ce que les entreprises qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, directement ou indirectement, dont le business model dépend beaucoup d'une énergie fossile carbonée, est-ce qu'ils ne vont pas subir des grosses tempêtes business si on se met à s'occuper sérieusement de la question du changement climatique? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le risque de transition. Donc les financiers sont en train d'essayer de regarder ces choses-là. Et puis le deuxième truc, c'est retour au début de mon intervention, c'est ce qu'on appelle le risque lié au changement climatique lui-même, le risque physique, qui est-ce qu'on n'a pas des activités, des immeubles qui vont s'effondrer, des routes qui vont partir en vrille, des supply chains qui vont devenir complètement bloquées parce que, je sais pas, les aéroports... Tiens, je vais prendre un exemple très marrant avec l'aviation qui, jusqu'au Covid, pensait qu'elle pouvait faire 4% de croissance par an jusqu'à la fin des temps. Si vous avez des questions, je vous raconterai pourquoi il y a toujours un peu d'amusement avec l'aéro. Mais il y a, dans certains scénarios climatiques, les aéroports, le bitume fond. Hein, il fait tellement chaud sur la zone de l'aéroport que ça fond, quoi. Donc là, les avions, pour décoller sur un bitume qui est tout mou, c'est très bête, hein. Mais juste, ça ne marche pas, quoi. Ou alors, vous pouvez avoir des zones dans l'air où il y a des cyclones qui n'existaient pas, qui se mettent à exister. Donc tout ça, c'est du risque lié au changement, des risques physiques liés au changement climatique. Je vais m'arrêter dans une minute, hein. Et donc la raison pour laquelle c'est bien que ces histoires-là rentrent dans l'ensemble des disciplines, vous avez beaucoup insisté tout à l'heure sur cette idée-là, ça me paraît très fondamental, parce que ces histoires-là vont être au cœur de l'ensemble de toutes nos activités. Donc on ne va pas avoir... moi, je ne suis pas un spécialiste du climat au sens strict. Je suis quelqu'un qui essaye d'aider les entreprises à faire évoluer leur business model. Donc on va forcément discuter avec le marketing, avec les ressources humaines, avec la finance. Forcément, peut-être pas nous directement, mais ça va se faire comme ça. Et ces grandes évolutions se font toujours... j'ai cité le COMEX, hein, le comité exécutif, j'ai cité le conseil d'administration. C'est évident parce que c'est des gros changements qui vont se profiler, qu'il faut y aller parfois avec des changements de cap, parfois avec des inflexions, hein, ça va dépendre. Donc ça va mobiliser aussi pas mal de moyens, de ressources humaines, de ressources financières. Et vous voyez bien que dans le dernier plan dit de relance qui a été annoncé tout récemment, ces sujets-là sont importants. Enfin, ils ne sont pas anecdotiques. C'est la première fois de mon expérience de vie politique que je vois un gouvernement qui met des moyens très spécifiques sur ces questions, même si à très court terme, ce n'est pas complètement rentable. Et je termine là-dessus. À très court terme, ce n'est pas complètement rentable. Ça veut dire qu'il va falloir quand même, dans cette histoire-là, qu'on fasse converger nos instruments, nos boussoles, nos façons de compter. Si Jean-Baptiste Say disait quelque chose qui est vu par nous comme une énorme bêtise, c'est pas si c'était idiot, hein, c'était juste que vu de sa fenêtre et vu de la fenêtre de tout le monde à l'époque, on avait l'impression que la nature était infinie. Bon, maintenant qu'on sait que c'est pas vrai du tout et qu'on sait qu'il y a des risques de destruction massive et d'arrêt d'activité parce qu'il n'y aura plus juste de ressources pour le faire, il est très important de changer nos modes de vision, de changer nos lunettes, de changer nos modes de raisonnement, donc de changer au fond, très fondamentalement, la manière qu'on a d'analyser nos règles de gestion, de faire de la comptabilité, de faire de la finance, de faire de l'économie. C'est pour ça que je dis que c'est passionnant. C'est une période de remise en cause de l'ensemble de ce que l'on a appris. Donc bienvenue dans ce monde merveilleux de l'Anthropocène. Voilà, je vous laisse me poser quelques questions. Merci beaucoup. Donc, pour la phase de questions-réponses, ce qu'on a prévu, c'est de prendre 3 questions ici en Vital Roux, puis d'ouvrir à Gélis. Donc, voilà, tout le monde ne sera pas servi. Il faut que vous lanciez si vous avez des questions. Donc, alors, est-ce que vous pouvez la formuler à l'oral vous-même? Et puis, vous pouvez vous lever peut-être?
Le rôle de qui? D'accord. Alors, donc, je reformule juste pour que Gélis puisse entendre. Donc, la question portait sur votre rôle en tant que dirigeant fondateur de la société Carbone 4 et du rôle des... Est-ce que vous pourriez préciser le rôle des marchés financiers, mais aussi au-delà peut-être du conseil sur la question est très claire. Je réponds rapidement à cette question et puis j'essaie de ne pas être trop long parce que sinon on n'aura pas la place pour les autres. Donc merci de cette question. Alors, les consultants dont je fais partie, notre rôle, c'est relativement simple. C'est d'une part, ça a été, et c'est de moins en moins, mais ça a été de convaincre les dirigeants que les sujets dont on parle ici sont des sujets qui ont un rapport avec leur activité, qui ont un rapport intrinsèque. C'est pas du tout évident. Il y a 10-15 ans, c'était pas du tout vu comme ça. C'était vu comme un truc à côté. Un supplément d'âme, un machin d'écolo. Bon. Donc là, nous, ça a toujours été notre conviction de dire c'est dans le cœur de votre réflexion, même si vous ne pouvez pas agir immédiatement. Donc ça, c'est ce rôle-là. Donc nous, on est spécialisé Carbone 4 dans le domaine de la mesure à court et moyen et long terme des émissions de gaz à effet de serre et de l'impact du changement climatique sur les entreprises. Mais il y a de plus en plus de cabinets, de conseils qui ont plein d'activités sur l'ensemble de tout ce qui est sustainable. Donc il y a des cabinets dans la biodiversité, dans la gestion de l'eau, dans le social, vu un peu autrement que dans l'époque, et ainsi de suite. Et puis il y a des cabinets qui font l'intersection entre tous les sujets, parce que là j'ai anglais mon propos en très peu de temps, mais évidemment il y a un univers. Bon. Le rôle des marchés financiers. Alors j'ai parlé très rapidement de la Banque centrale, qui est une faîtière et qui a un rôle assez déterminant de régulation. Pour la faire extrêmement simple et synthétique, les financiers, ils font deux grosses activités. Ils financent des activités et ils gèrent des risques. Quand vous avez 3 sous de côté, il y a quelqu'un qui s'en occupe de ces sous. Si ce n'est pas vous, c'est vos parents, vos cousins. Enfin bref, il y a beaucoup d'argent. Les Français ont beaucoup d'épargne. Et là, il y a toujours un arbitrage rendement-risque. Est-ce que je vais faire un placement de bon père de famille qui ne rapporte rien aujourd'hui, voire négatif, ou est-ce que je prends plus de risques sur les actions? Donc dans ces deux métiers, qui est la prise de risque et l'allocation des capitaux, mon propos à moi, c'est de leur dire, dans ces deux business-là, dans ces deux fonctions-là, dans ces deux missions de monde de la finance, vous pouvez ou pas tenir compte des réalités écologiques et physiques qui s'imposeront à vous de toute façon, par la porte ou par la fenêtre. Et ça suppose de changer les méthodes. Parce que si aujourd'hui, vous faites un calcul couple rendement-risque sans du tout tenir compte du risque physique au changement climatique, ce n'est pas le même calcul que si vous en tenez compte. Donc le rôle des marchés financiers sera de faire bouger leurs méthodes et leurs comportements. Et ça, du coup, sera un effet considérable sur l'ensemble des activités, parce qu'il n'y a pas d'activité qui n'ait pas besoin d'être financée. Bon, des petites boîtes comme Carbone 4, on est autofinancé. Mais l'immense majorité des entreprises ont besoin de banques, ont besoin d'acteurs financiers. Et donc, s'il y a de la pression de ce côté-là, et qu'elles sentent de la contrainte parce qu'elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, parce que le financier dit non, moi je suis de moins en moins prêt à financer par exemple le charbon. Moi, je prends un exemple très concret. Les grandes banques françaises ont dit nous, le charbon, on a de moins en moins envie. Donc si elles se mettent à dire non, forcément, ça va avoir un effet. Voilà, c'était la première question. Une deuxième question. Alors, allez-y. Ok. Donc ça, c'est juste une bonne question. Donc, en 2 minutes... La question, je reformule pour Gélis, c'est selon vous, est-ce qu'un monde sans croissance est possible? Avec la grande question, du coup, de la décroissance en ligne de fond. Alors, je vais dire 2 mots sur la notion de croissance. Pour la croissance sans complément d'objet direct, j'ai un tout petit peu de mal. Moi, j'ai cru en taille. Maintenant, j'ai arrêté de croître. Puis, probablement, je vais décroître. Donc, il y a beaucoup de choses qui croissent puis qui décroissent dans la vie. Et donc, en général, quand on parle de la croissance, je crois qu'on parle de la croissance du PIB, du produit intérieur brut. Bon, le produit intérieur brut, c'est un indicateur qui a des usages assez multiples, qui est né avant-guerre, grossièrement, pour donner une indication assez aussi juste que possible. Les comptables nationaux travaillent bien. Moi, je les connais bien, l'INSEE, puisque j'ai fait l'ENSEE après Polytechnique, donc je ne vais pas commencer à dire du mal de mes copains, de mes camarades statisticiens. Ils font ça plutôt bien.
pour mesurer les flux marchands, hein, et leur agrégation dans le PIB. Bon, ils mesurent plein d'autres trucs, hein, mais ils mesurent ça. Est-ce qu'un monde sans croissance du PIB est souhaitable, réaliste, enfin, je sais pas, aussi, on peut mettre plein d'adjectifs. Moi, je crois que oui. Bon. Après, mais c'est ma croyance. Mais à vrai dire, je m'en fous un peu, pour être un peu honnête. C'est pas vraiment mon point, parce qu'il y a toujours une confusion dans les esprits entre la croissance du PIB et tout un tas d'autres notions plus concrètes auxquelles on est attaché, qui sont une forme d'agrément de vie, qui sont des questions sociales. Est-ce qu'on est dans une société plus ou moins inégalitaire, plus ou moins égalitaire, des questions de chômage, des questions d'emploi. Bon. Alors, on ramène tout au PIB parce qu'on est convaincus les uns et les autres, sans avoir été beaucoup plus loin que ça, que la croissance du PIB, c'est bon pour la réduction du chômage, c'est bon pour la réduction des inégalités sociales, c'est bon pour ceci, pour cela. Moi, je ne suis pas du tout convaincu de cette corrélation. Il y a plein de cas de figure où la croissance du PIB s'accompagne d'une augmentation tragique des inégalités sociales. Il y a plein de cas de figure où elle s'accompagne, certes, d'une baisse du chômage, mais avec des jobs tout pourris, complètement fragmentés. Donc, ce n'est pas un très bon indicateur de bien-être social au sens global du terme. D'ailleurs, les objectifs du développement durable, ils ne sont pas exprimés fondamentalement mondiaux, hein, en termes de PIB, mais ils sont exprimés avec des indicateurs un peu plus précis. En France, il y a une batterie d'une dizaine d'indicateurs qui a été créée par la loi Sas en 2015. Donc je crois que c'est ça la vraie question, c'est quels sont... c'est de même qu'en comptabilité d'entreprise, j'ai dit tout à l'heure, il va falloir réformer la comptabilité pour qu'elle intègre tout un tas de dimensions qu'elle n'a pas intégrées. De même, en vision globale de l'économie d'un pays, il va falloir intégrer ça. En revanche, là où je suis tout à fait sûr de moi, c'est qu'une croissance du PIB telle qu'elle est conçue aujourd'hui, avec une prédation croissante des ressources naturelles, de la consommation de matière, de la destruction et l'augmentation des déchets, plus d'un impact climatique, ça je suis sûr que ce n'est pas durable. Donc après, est-ce qu'on est capable d'inventer collectivement un monde dans lequel c'est pas ceinture tous les matins, une vie de pire en pire, juste parce qu'on n'a pas été foutu d'anticiper l'hostilité du monde? Oui, moi je crois que c'est possible, mais c'est très loin d'être gagné. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est plutôt ça qui est intéressant. C'est le challenge qu'on a tous, ou le défi, pour parler français, d'aller assez vite pour éviter un monde tellement hostile qu'on ne parlera pas du tout de croissance de PIB à cette époque-là. Ça, je vous garantis. Troisième question. Oui, bon, on vous écoute. Ça, c'est une très bonne question. Voilà. Vous auriez pu en poser une autre pour bien vérifier qu'on n'était pas d'accord avec Jean-Marc. On reformule pour... oui, bien sûr. Donc, un étudiant qui a vu une conférence de Jean-Marc Jancovici, qui est votre associé fondateur de Carbone 4, qui est une personnalité très importante aussi sur les liens entre énergie et climat, et qui est ressorti du visionnage de cette vidéo assez déprimé, si j'ai bien compris, et qui pose la question de comment peut-on garder un espoir et ne pas se jeter par la fenêtre lorsqu'on écoute ce genre de conférence ou quand on considère que toutes les actions d'aujourd'hui vont avoir des effets nocifs sur l'environnement. D'accord. Alors je vais dire ce à quoi je suis très à l'aise avec le propos de Jean-Marc et ce à quoi je suis moins à l'aise. Alors ce à quoi je suis très à l'aise, c'est que, indépendamment des actions qu'on mène les uns et les autres, la température moyenne planétaire et donc l'ambiance dans laquelle on vit dans les 20-30 prochaines années, elle est déterminée par le stock de gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère. Bon. Donc c'est vrai, il a complètement raison, ça c'est la pure physique. J'ai pratiquement dit tout à l'heure, mais je le redis pour être clair, c'est que imaginez qu'on arrive à stabiliser la température moyenne planétaire à 1,5 degré, ça me paraît un rêve pas réaliste, et 2 degrés c'est très très compliqué. Parce qu'il y a un effet d'inertie terrible sur le plan climatique. Ça, c'est vrai. Cela étant, deux informations importantes. C'est qu'un monde à 2,5 degrés
et un monde à 3 degrés, c'est pas du tout les mêmes. Il faut bien faire attention. Il y a, dans le rapport du GIEC 1,5 degré, Valérie Masson-Delmotte n'a pas arrêté de dire chaque demi-degré compte. Pour une raison là, qui est physico-mathématique, c'est que les impacts ont cette forme-là, ils ne sont pas linéaires. Donc les demi-degrés, c'est comme la température du corps humain. Tiens, je vais vous la faire comme ça. Je vous annonce que vous n'êtes pas très bien et que c'est sûr que vous aurez 39,5 degrés. Sûr. Mais si vous faites quelque chose aujourd'hui, c'est très possible, et même c'est la seule manière que vous aurez de limiter cette température à 39,5 degrés, et puis après, probablement, vous arrivez à stabiliser et puis décroître votre température. Deuxième version, non, mais c'est trop tard, de toute façon, vous aurez 39,5 degrés, et la fin de l'histoire, c'est que vous terminez à 41, donc dans un cercueil. Donc c'est ça mon point de divergence avec, ou de léger désaccord avec Jean-Marc, c'est que les actions sur le climat qu'on mène maintenant, elles n'ont certes pas d'effet immédiat, ça je suis d'accord, mais elles ont des effets considérables sur la suite de l'histoire. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, le climat est une machinerie extrêmement complexe. Donc les actions sur le climat sont effectivement très difficiles à faire. La Chine et les États-Unis, rien qu'à eux deux, sont des acteurs très très importants. Je ne vais pas vous donner de chiffres, je ne les ai pas en tête. Mais enfin bon, ils sont très très significatifs dans les émissions de gaz à effet de serre, on n'y peut rien. En revanche, il y a beaucoup d'actions sur l'ensemble de tous les systèmes qui sont beaucoup plus rapides. La vie renaît beaucoup très vite. Vous laissez même une route sans entretien, vous voyez de l'herbe qui pousse, et ça va vite, ça ne prend pas 35 ans. Donc, moi, mon point, c'est que, pour conclure et terminer cette très bonne question, c'est non, il y a beaucoup de choses à faire qui ont des effets significatifs, donc il n'y a aucune raison de perdre l'espoir. Et un monde dans lequel nous, on se bouge sans arrêt aujourd'hui, quand on se projette, ce n'est pas du tout le même monde. Que moi, à titre personnel, je ne vois pas directement les effets de ça parce que je serais ailleurs. Certes, c'est pas une raison pour ne pas le faire. Si c'était comme ça le raisonnement, on n'aurait jamais fait de cathédrale. Enfin, je ne veux pas vous faire un cours là-dessus. Hein. Mais on n'aurait jamais fait de chemin de fer. Enfin, il y a énormément d'actions humaines qui ont été faites sur des temps longs avec des gens qui n'avaient pas la perspective d'en voir les résultats. Donc non, ne baissez pas les bras, les enfants. C'est pas le moment. Ce serait effectivement dommage que lors du premier séminaire transversal, ce soit ce sentiment-là qui l'emporte. Merci infiniment, Monsieur Grandjean. Mais alors, avant de conclure, on va prendre, du coup, avant de vous remercier tous de manière collective, on va prendre 3 questions de l'Amphigélis. Et voilà, il nous reste une dizaine de minutes. Oui. Donc, nous avons déjà quelques questions. La réponse est rapide. Donc la question est la suivante. Donc l'étudiant demande, n'est-ce pas une illusion de croire que nous pouvons freiner la catastrophe écologique tant qu'une gouvernance mondiale efficace ne régulera pas les plus gros pollueurs comme les États-Unis et la Chine? Ok, ça c'est une bonne question, comme toutes les précédentes d'ailleurs. Alors, il faut qu'on attende qu'il y ait un chef mondial qui règle le problème à notre place. Et bon, ok. Donc oui, sauf que vous savez, il y a un proverbe, c'est qui dit le suivant, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Donc c'est pas demain à la veille qu'on aura un gouvernement mondial. Ouais, j'ai le droit. Hein. Tout à l'heure, j'ai évité de très peu un gros mot. Là, j'ai pas dit de gros mots. Hein. Évidemment. Alors, on va dire 2 choses rapidement. Un gouvernement mondial, je suis pas sûr que ce soit souhaitable. Quand je vois ce qui se passe en Chine, moi, j'ai moyennement envie. Bon. Juste, voilà. Enfin, quand je vois ce qui se passe en Chine au plan politique, hein, peut-être qu'au plan écologique, ils font des trucs et des machins, mais moi, c'est pas mon genre de beauté. Bon. Donc, deuxièmement, c'est pas réaliste à ce stade, c'est-à-dire que je vois pas du tout comment nos États actuels, on a déjà beaucoup de mal à se mettre d'accord entre États au sein de l'Europe. Je vois pas comment on arrive à se mettre d'accord au niveau mondial. Et troisièmement, je vois vraiment pas pourquoi attendre ça. On est dans une démocratie
qui doivent évoluer, qui doivent vivre. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'implication des uns et des autres, à titre personnel, mais ça, c'est de la croyance personnelle, hein, mais c'est comme ça que je suis. Donc moi, je suis très content que la Convention citoyenne elle ait été faite, je suis très content qu'elle ait été active, je suis très content d'avoir vu un truc absolument phénoménal, qui est des gens vraiment... Alors j'ai regardé de très près, parce que je connais Laurence, mais bien sûr, mais je connais vraiment toutes les personnes qui ont participé au pilotage de ce truc-là. Des citoyens qui ont accès, qui sont vraiment tirés au sort, vraiment très représentatifs de la société française. En quelques séances, ils comprennent très fondamentalement le sujet et ils proposent des solutions qui sont de tous les ordres, qui sont y compris des solutions d'organisation, de changement de la Constitution française, qui sont des changements assez importants de l'organisation démocratique. Donc je ne suis pas du tout en train de dire qu'on va réussir à résoudre ce problème-là avec les organisations telles qu'elles sont, avec nos démocraties telles qu'elles sont, avec nos institutions telles qu'elles sont. Je vois que ça bouge, même si l'opération Bayrou est une opération un tout petit peu politicienne sur les bords. C'est quand même très étrange de voir un président de la République qui a à peine 2-3 ans qui est là, qui commence à restaurer le commissariat au plan. Il y a quand même un message qui est on est en train de changer de monde parce qu'on est en train de se dire l'articulation entre les États et les marchés, elle doit fonctionner différemment. Il faut que les États prennent plus de rôle dans la désignation de cap, dans un certain nombre de règles du jeu sur lesquelles ils ne se sont pas exprimés. Donc il y a beaucoup de choses à faire en matière de gouvernance. Évidemment, une demi-heure, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Et on a parlé essentiellement des entreprises et des financiers. Bien sûr que oui, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il faille attendre le grand soir avec un gouvernement mondial. Ah si, vous m'entendez? Ok. Donc la question de l'étudiant est est-ce qu'on est que dans la réaction ou est-ce qu'on a encore le temps en fait pour anticiper quelque chose par rapport à nos actions? Oui, alors ça c'est aussi une très bonne question comme les précédentes. Non, là aujourd'hui vous avez peut-être le sentiment de ce que je dis, il faut s'y mettre demain matin parce que forcément il y a un petit effet de découverte et que moi dans le propos il faut que j'en rajoute sur le thème, il y a encore plein de trucs à faire. Bon, on n'est pas juste aujourd'hui en train de se réveiller et de dire « Ah, ça va très mal, faudrait se bouger ». Ça fait quand même des années qu'on en parle. J'ai fait un tout petit peu d'histoire et de généalogie. Je l'ai fait pour dire qu'il y a aussi une part du défaitisme qui est souvent liée au fait que « Oh là là, ça fait 30 ans qu'on sait le truc et on ne fout rien ». Moi, je suis plus nuancé que ça. Je pense qu'on a vraiment besoin de diagnostics très étayés. Et même si dans plein d'endroits, on savait... on dit ouais, Exxon ils savent. D'ailleurs, il y a des preuves. Il y avait des climatologues dans les archives secrètes des boîtes, des pétroliers, ils savaient très bien. Ils ont mis tout ça sous le tapis. Ouais, enfin bon, c'est un peu complotiste tout ça. La réalité, c'est qu'on a besoin d'avoir une vision claire, bien documentée, bien concrète, pour prendre des décisions qui sont quand même extrêmement lourdes. Vous ne pouvez pas dire à un patron qui gère une boîte de 100 ou 200 000 personnes qui va changer tout ça parce que l'opinion publique lui demande de changer. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut être un peu sérieux dans la vie. Donc les actions, il y en a pas mal qui ont déjà été faites, il y a pas mal de mesures qui ont été prises, il y a des mesures législatives, il y a des mesures réglementaires. Quand il y a eu le Grenelle de l'environnement en France, c'était pas que rien. Il y a eu du travail de prise de conscience, il y a une perception, un rapport au monde qui est complètement différent aujourd'hui de ce qu'il a jamais été. J'ai parlé à toute vitesse du bien-être animal, mais de ma génération, c'est un sujet qui n'existait pas. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet politiquement ultra sensible. Quand vous avez le patron des chasseurs qui raconte ces bêtises-là, ça fait rire. Moi, ça me fait rire. Mais ça révulse aussi. Donc, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc, on n'est pas dans la pure réaction. Ça fait longtemps qu'on essaie d'anticiper. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il s'agit de remise en cause très fondamentale de nos manières de s'organiser, de produire, de consommer, de délibérer. Et c'est donc des enjeux qui nécessitent un peu de temps pour s'y coller. Donc, est-ce qu'on va perdre la courbe de vitesse? Moi, je ne crois pas. Parce que les exponentielles, elles sont aussi les exponentielles de la compréhension, elles sont aussi les exponentielles des réseaux. Là, de ce point de vue-là, le web peut nous aider. Ça va assez vite. Des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des facs qui donnaient autant d'importance à ces sujets-là il y a 5 à 10 ans, j'en connais pas aujourd'hui. Vous avez des réformes en profondeur des programmes. C'est juste un exemple qui vous concerne. Voilà. Donc on n'est pas dans la réaction, on est dans l'anticipation.
Simplement, il faut passer la première, la deuxième, la troisième et aller de plus en plus vite. Merci. Donc, l'étudiante demande si vous avez des conseils à formuler aux étudiants par rapport à leur vie quotidienne, mais également leur futur rôle de manager. Comment ils pourraient accompagner cette transformation et agir aujourd'hui et demain? Oui, j'ai des conseils, oui. Je suis un ingénieur conseil de formation. Je passe mon temps à donner des conseils. Les conseillères ne sont pas les payeurs, hein, donc c'est vous qui ferez ou pas. Premier conseil, c'est pas un conseil, je suis content, vous écoutez attentivement, vous n'êtes pas sur votre iPhone, donc le premier conseil, c'est de prendre un peu de temps et de soin et d'attention sur des sujets qui vous concernent par la porte ou par la fenêtre. Bon, ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, dans les actes quotidiens, c'est d'aller voir sur Carbone 4 une étude qui s'appelle Faire sa part. Il y a un truc sur lequel il ne faut pas se tromper. Et peut-être que l'histoire ou l'analogie du colibri, elle était un tout petit peu ambiguë. L'histoire du colibri dit, bon, vous faites votre goutte d'eau, là, et puis c'est ce que vous pouvez faire, très bien. Bon. C'est plus compliqué que ça, la vie. C'est que vous avez votre action à vous individuelle dans le cadre actuel du système. Bon, là, nous, on dit quelqu'un de très vaillant, qui fait gaffe à ce qu'il mange, qui évite de manger du bœuf et de l'agneau à tous les repas, qui ralentit cette consommation-là, qui fait attention à sa température de consigne, qui prend un peu plus le vélo que la bagnole, etc. Bon, il réduit son empreinte carbone, quelque chose de 25%, mais il faut vraiment être assez actif. Pour passer à au-delà, or, le but du jeu, c'est de passer à une émission de CO2 de l'ordre de 2 tonnes, en moyenne même un peu moins par habitant, alors que les Français moyens, selon la manière dont on compte, on a entre 8 et 11 tonnes. Hein, donc c'est une très forte division. Bon. Et donc ça ne sera pas avec des petits gestes. Donc, bien comprendre ce qui se passe. 2, faire les gestes qui sont à notre portée dans le cadre actuel de l'organisation. Et 3, il y a les ultimes actions sont plus complexes. Elles sont soit, à titre individuel et collectif, c'est des investissements significatifs. Hein. Je ne connais pas bien la consommation d'énergie de tout ce campus-là. Mais à mon avis, c'est pas complètement optimal, quoi. Donc s'il y a des milliards de mètres carrés en France, hein, des milliards de mètres carrés qui sont mal isolés, chacun d'entre nous, c'est la vie, quoi. Hein. Vous, là, individuellement, vous pouvez engueuler la direction de l'entreprise, de l'école, mais vous, à titre personnel, vous n'avez pas grand-chose à faire sur la consommation. Vous pouvez leur demander de réduire un peu la température de consigne, des choses comme ça, mais c'est bon. Donc, voilà. Et donc après, il y a la dimension politique. Moi, ce que je crois, c'est que, enfin, en tout cas, ça a été ma conviction personnelle, c'est que l'implication politique, c'est-à-dire au sens grec du terme, au sens de la cité, elle est en fait de 2 ordres. Elle est de l'ordre du citoyen. Quand je suis président de la Fondation Nicolas Hulot, je suis un citoyen engagé, je ne suis pas un politique. Je ne défends pas un parti, je suis non partisan. C'est comme ça, c'est le choix d'ailleurs de Nicolas Hulot. Je ne vous demande pas d'adhérer à sa personnalité, ce qu'il fait. C'est un exemple. Pas du tout en train de faire de la promotion. Enfin, vous pouvez toujours mettre un peu d'argent. Mais je ne suis pas en train de faire ça. Donc, en tant que citoyen, vous avez beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, la vie citoyenne française, c'est une vie qui est très riche. Il y a beaucoup d'assos. Alors, en ce moment, ça souffre, le martyre, à cause de l'histoire du Covid, hein, parce que c'est très, très dur. Mais quand même, la vie citoyenne, c'est une vie engagée qui peut être très sympa avec plein de projets, que ce soit en France, à l'étranger. D'ailleurs, j'imagine que dans votre cursus, vous avez la possibilité de faire des déplacements qui sont formateurs, enfin, même si, à nouveau, c'est compliqué avec le Covid. Ouais. Et après, vous avez la vie politique au sens pur et dur, c'est-à-dire faire pression pour que les gouvernements, les nôtres, l'Europe, s'il y a des... Moi, par exemple, je suis très intéressé par ce qui se passe au niveau européen. J'ai absolument pas eu le temps de vous en parler, mais dans les chroniques de l'Anthropocène, vous verrez, il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a vraiment des changements de mentalité à faire. J'ai 3 enfants, et un de mes enfants, qui est un garçon, travaille chez Finance Watch. Bruxelles, c'est la banlieue de Paris. Finance Watch, c'est une entreprise qui gagne sa vie. Hein. Il peut payer à coup de fouet. Hein. Et il travaille pour faire bouger la finance.
Donc il y a plein de choses à faire. En vrai, il y a une infinité de choses à faire. Donc, votre problème, ça va être de choisir. Merci pour cette très belle conclusion. Donc, un très très grand merci d'avoir été avec nous ce matin et je pense que vous venez de faire une superbe transition vers l'intervention de Madame Toubiana, puisqu'en fait vous avez abordé la dimension politique à la fois sociale, citoyenne, etc., mais aussi les enjeux qui se situent sur les arènes plus politiques et je pense que c'est au cœur de l'action de Madame Toubiana. Donc Gélis, on vous passe le micro. Merci à vous. Merci encore.